Salut à tous, merci encore à vous d'être là, merci d'être encore là. J'essaie toujours de rattraper un retard qui ne cesse de grandir et de vous parler de tout ce que j'ai lu en octobre, et en novembre, et en décembre, et en janvier à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, puisqu'on est le 29 janvier et que du coup elle sortira en février. Aussi, je suis très malade, donc bon, je vais peut-être dire des conneries dans cette vidéo. Et alors, en octobre, on a lu quoi? En octobre, c'est un Blade Runner hispanophone bien déprimant, une introduction à un univers de fantasy gigantesque. Pour continuer l'hommage à Philippe K. Dick, on a aussi lu Un maître du haut château transposé en Afrique, et puis une autre introduction à un univers de fantasy gigantesque, mais lui un peu moins ouf, et enfin La fin du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a lu en octobre? Déjà, avant d'introduire le premier bouquin, j'ai organisé mon anniversaire il y a quelques mois, et à l'occasion, mes potes qui me connaissent plutôt bien, c'est évident, c'est mes potes, m'ont offert plein de bouquins. Il y a plein de livres que je connaissais pas, vous allez les découvrir, et bah du coup, j'ai profité du mois d'octobre pour les déboîter, les livres, pas mes potes, pas sûr de cette blague. J'ai lu Les Rêves Teen West de Boris Kiersia. C'est écrit par Boris Kiersia et c'est publié en France en 2021 par les éditions Asphalt. Kiersia, c'est un auteur chilien qui a été lauréat du Grand Prix de littérature policière en 2016 avec son roman Temps de chien. Deuxième tome d'une saga consacrée à un flic qui est nommé Santiago Quiñones. Le Boug est donc habitué aux romans policiers. Il est aussi réalisateur et scénariste de films et il a remporté quelques prix chiliens pour son œuvre. Donc le gars est assez talentueux, je suppose. Les Rêves Teen West, c'est sa première incartade dans le domaine de la science-fiction. Mais alors le bouquin, il parle de quoi? C'est un récit dystopique dans lequel on est plongé dans une mégalopole bien sombre et bien sale, dans un monde futuriste où pour s'évader, la population elle se drogue pour plonger dans leurs rêves, des rêves qui sont beaucoup plus gays que la réalité. La raison, c'est parce que l'humanité, elle est traumatisée suite à un événement qui s'est passé à Oslo, un événement qui a décimé une grande partie de la population en les plongeant dans la folie. L'incident en particulier, il a été provoqué par une intelligence artificielle. Mais bon, les humains, ils vivent quand même avec des robots. D'ailleurs, Natalio, le personnage principal, qui est détective, il y en a un qui est particulièrement conscient, un peu trop conscient même, donc voilà les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense des Rêves Teen West? On sent clairement l'hommage appuyé à Philippe K. Dick pour son cultissime Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ou Blade Runner. Hommage tellement appuyé qu'on en est presque à se demander si Natalio c'est un androïde ou pas. Bon, sinon, le roman il donne vraiment l'impression d'être une introduction à quelque chose de plus grand et c'est un peu frustrant parce que dès qu'on se dit ah ça commence, et en fait non, ah ça termine. Et du coup, ça prend fin trop vite, c'est assez frustrant. C'est un peu le bordel aussi. On comprend qu'on est au bord de la guerre civile et du coup, ça se retranscrit narrativement, mais on ressent un peu trop fort, quoi. On se perd vraiment dans la géographie, dans les événements, dans tout ce qui se passe. C'est dommage parce que c'était plein de potentiel. J'ai lu le premier tome de l'énorme saga de fantasy de l'Assassin Royal. Là, c'est l'apprenti assassin. Si Wikipédia se trompe pas, l'Assassin Royal, c'est découpé en 3 cycles. Le premier cycle que je viens de débuter, c'est le cycle de la trilogie des Loin Voyants, publié entre 95 et 97. Le second cycle, c'est L'Homme Doré ou L'Homme Fauve, je sais pas, publié entre 2002 et 2004. Et le troisième cycle, c'est Fitz et le Fou, publié entre 2014 et 2017. Tout ça, c'est écrit par Robin Hobb, grande figure de l'heroic fantasy, et publié par Pygmalion en France. Donc ici, là, c'est la version de poche de J'ai lu. Apparemment, il y a aussi d'autres cycles qui sont préquels un peu de l'univers. Alors, je sais pas si ça fait partie des cycles dont je vous ai décrit ou pas. J'y connais rien encore, mais j'en suis au tout début. Alors, de quoi ça parle l'apprenti assassin? Parce que peut-être qu'il n'y a pas que moi qui ne connaissais pas, même si c'est ultra connu. Donc c'est l'introduction à une saga massive de la fantasy qui se présente comme un roman d'apprentissage, ce premier tome. Au début, on a un petit garçon de 6 ans qui est abandonné par son grand-père maternel devant une caserne de soldats. Et ce petit, qu'on surnomme Fitz, donc qui veut dire bâtard, va être recueilli, éduqué et entraîné à devenir un assassin pour servir la couronne. Mais ce boug là il dérange, c'est le fils illégitime du prince héritier, du prétendant au trône des 6 duchés. Et donc il fout un peu la merde dans tous les plans de la cour, dans tous les petits complots et tout machin. Et alors qu'est-ce qu'on en pense de l'apprenti assassin? C'était vraiment bien, c'était trop cool. Et pourtant c'est vraiment le genre de saga qui me fait peur, avec vraiment 10 000 tomes, des préquels, des séquelles, plein de personnages, on sait pas où commencer, on sait pas où ça se termine, voilà, on s'y perd de ouf. Mais ce premier tome m'a vraiment donné envie d'explorer le reste, même si le poncif du jeune bâtard en fait qui est d'ascendance royale, c'est un peu vu et revu, peut-être que ça commence là. C'est vraiment bien écrit et c'est vraiment bien narré. C'est la première personne du point de vue de Fitz qui raconte son histoire alors qu'il est vieux, et tu vois, c'est un personnage qui est effacé, qui est sombre, qui est solitaire, c'est vachement agréable à suivre quoi. Et sa progression de jeune orphelin qui sait rien à assassin est vraiment top à observer. Les enjeux ils sont pas franchement installés, mais tant mieux parce qu'on n'est pas là pour tout savoir, étant donné qu'il y a 1400
113 tomes à suivre. Donc on va bien évidemment lire la suite avec plaisir, et j'ai déjà acheté le second tome. On a lu Aucune terre n'est promise. Aucune terre n'est promise, bon, c'est écrit par Lavi Tidar et c'est publié en France en 2021 par les éditions de Nemo. Et c'est en 2003, en poche, par Pocket, et j'avais pas vraiment envie de vous parler de ce bouquin. Pas pour des raisons littéraires, ou narratives, parce que j'ai pas aimé, ou parce que j'ai aimé, rien de tout ça. Mais justement parce qu'il parle d'un sujet d'actualité, et lorsque je l'ai lu, se sont déclenchés les bombardements sur la bande de Gaza par Israël. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est absolument pas de parler de géopolitique, ni de massacre de civils, mais bien de parler de littérature. Et peu importe mes croyances, qu'elles soient religieuses ou politiques ou quoi que ce soit, peu importe mes croyances, je veux pas parler de ça ici, même si l'actualité rejoint nécessairement la littérature, et que la littérature est nécessairement politique. Donc on va essayer de rester dans le purement littéraire, malgré les difficultés que ça encourt. Et donc pour le purement littéraire, Aucune terre n'est promise, c'est une uchronie, une réécriture de l'histoire, à l'image un peu du Maître du Haut Château de Philippe K. Dick, dans lequel on explore la possibilité qu'Hitler ait gagné la Seconde Guerre mondiale. Et bah là, on prend pour base le fait qu'Israël se serait implanté dans une région entre le Kenya et l'Ouganda, en Afrique, et non pas au Moyen-Orient. Donc dans cet univers parallèle, la plupart des Juifs ont quitté l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale, et donc il n'y a jamais eu d'Holocauste. Dans ce contexte, on va suivre Lior Tirosh, qui est un petit écrivain vivant à Berlin, et qui rentre pour la première fois depuis longtemps dans sa contrée natale. Sauf que les souvenirs de la ville qu'il a et la ville qu'il visite, c'est pas du tout la même chose. Donc il se pose la question de ce qu'il en est, et il commence un peu à enquêter. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce bouquin? Bof, vraiment bof. Le choix de l'Uchronie est toujours un truc qui me fait kiffer, et j'avais beaucoup aimé Le Maître du Haut Château. Mais là, très clairement, très rapidement, on présente les deux trucs comme des univers parallèles. Tu vois, le fait que les Juifs se sont installés en Afrique et l'emplacement d'Israël dans notre monde à nous fait très vite comprendre que c'est deux univers parallèles, et c'est trop direct, et c'est assez mal amené. Et on comprend très vite qu'il y a des portails entre les différents univers, machin, et des personnes qui peuvent y voyager, mais sans que ça aille plus loin que ça, quoi. La plume de l'auteur, elle est très efficace, et c'est assez agréable à lire. Le style est brut, et ça rend le récit vraiment haletant, sous forme un peu de thriller politique, mais c'est quand même le supra-bazar. Et bon, l'éléphant est dans le couloir, je sais pas c'est quoi l'expression, mais c'est très difficile d'apprécier ce roman dans ce contexte-là, dans le contexte réel d'aujourd'hui, tu m'as compris. On a lu le premier tome de La Roue du Temps, qui s'intitule L'œil du monde. C'est la première partie du premier tome de La Roue du Temps, que L'œil du monde, ça fait 2 parties. Bref, c'est encore une saga de 13 472 tomes de fantasy. C'est une saga écrite par le regretté Robert Jordan, qui n'aura pas pu finir la saga de son vivant. Il a laissé quand même assez de notes pour que quelqu'un puisse prendre le relais. C'est ce que fera Brandon Sanderson pour la conclusion. En France, c'est publié par Rivage à partir de 1995, puis Brajlon rachète les droits en 2012, et là, c'est la version de poche qui est publiée en 2018. Alors, L'œil du monde, la première partie du premier tome de L'œil du monde, ça parle de quoi? À l'instar de L'apprenti assassin dont on vient de parler, c'est une introduction à l'univers de La Roue du Temps, tout autant qu'un roman d'apprentissage. On rencontre les protagonistes de l'histoire et on les voit évoluer. Le premier tome, il s'ouvre sur le petit village champêtre de Champ-des-Monts, et il y a bientôt une fête au village, voilà. Et t'as Randall Thor, le personnage principal, et son père qui sont missionnés pour apporter de la bière pour cette fête. Et tu vois, lors de cette fête, on rencontre par exemple les camarades de Randall Thor, mais on rencontre aussi Moiraine. Puis c'est bizarre, hein, parce que Moiraine, elle a rien à faire dans ce village tranquille, parce que c'est une giga spécialiste de la bagarre, et rien que le fait qu'elle soit là, c'est un peu bresson. Et en fait, elle est là pour une bonne raison, c'est qu'il y a 5 adolescents, dont Randall Thor, qui sont poursuivis par le maître des ténèbres. Voilà, où il faut que les 5 ados y fuient pour survivre, en compagnie de cet Aes Sedai, la Moiraine, la sorcière forte en bagarre, et de son champion qui est tout aussi fort en bagarre. Et alors, qu'est-ce qu'on pense de l'introduction à La Roue du Temps? C'est pas ouf du tout, hein. J'entends beaucoup parler de la série qui m'a l'air vraiment cool, vraiment satisfaisante, et là, l'introduction littéraire à cet univers est vraiment pas dingo. Premier problème, et ça il faut arrêter les gars, le roman est comparé au Seigneur des Anneaux dès la biographie de l'auteur. Je cite, la plus grande fresque épique depuis J.R. Tolkien. Et ça c'est une pente glissante et dangereuse. Compare une saga à la meilleure saga de fantasy qui ait jamais été écrite, et donc forcément la comparaison est pas flatteuse, ou trop flatteuse justement pour La Roue du Temps. Je vois l'hommage appuyé au début. La Champ-des-Monts, c'est à l'image de la comté. C'est champêtre, les habitants ils sont sympathiques, ils font des blagues entre eux, machin, c'est tout, ça s'arrête là, c'est terminé. Le récit il est linéaire, il n'y a pas de surprise, les personnages principaux vont de fade, pour Randall Thor par exemple, à purement désagréable. Les situations sont déjà vues et réchauffées, tel un plat fade au micro-ondes, genre des petits pois. Et les méchants, qui sont une espèce d'hybride entre les animaux et des hommes, c'est pas très original. Enfin, voilà, ça reste très fluide à lire et voilà, tu vois, mais j'espère que ça s'améliore, vraiment. Et si vous me promettez que ça s'améliore, je continue à lire.
Pour finir, on a lu Symphonie atomique d'Étienne Kunge. Je connais ni le book ni son œuvre, puis c'est bien. Hein, j'ai un peu trop tendance à me pencher sur les mêmes auteurs et quand j'en découvre un, je le tabasse. Hein, là, je lis toute sa bibliographie jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc un vent de fraîcheur, ça fait toujours plaisir. Étienne Kunge, c'est un auteur franco-américain qui intervient comme expert de la prise en compte du développement durable dans les projets des organisations. Voilà. Le gars est donc chaud en écologie et en 2017, il décide de se lancer dans une carrière d'auteur avec son premier roman, Antarcticas. Donc c'est un roman de science-fiction écologique, t'avais pas compris. Et Symphonie atomique, c'est publié en 2021 par les éditions Critics, puis en poche en 2023 par Pocket. Donc Symphonie atomique, ça parle de quoi? Le roman, il débute dans un monde qui est ravagé par les catastrophes écologiques successives. Les conditions de vie ont empiré et les grandes puissances mondiales, elles sont sous tension entre elles et elles se menacent continuellement de guerre nucléaire en fait. Hein. Et dans ce contexte, on va suivre plusieurs personnages à plusieurs échelles qui vont tout faire pour empêcher ou à l'inverse se faire réaliser cette guerre nucléaire. Donc une guerre nucléaire qui mettra bien sûr fin à toute vie sur la planète. Donc on aura Juan le cosmonaute, on aura Agathe l'espionne ou encore H4 le guerrier kazakh. Et donc tous vont lutter pour leur bien qui est pas forcément le bien de tous. Alors qu'est-ce qu'on pense de Symphonie atomique? C'était vraiment pas mal du tout. Déjà, vous-même vous savez que j'adore les récits avec une ambiance bien sombre, un contexte très dur, voilà, c'est pesant, c'est irrespirable, et c'est ce que promet Symphonie atomique, un monde ravagé et tendu, vraiment sur le bord de la guerre nucléaire. L'histoire, elle monte vraiment en pression tout au fil du roman, et on a un complot mondial qui se dévoile au fil des pages, et le roman qui se transforme véritablement en thriller politique, et c'est vraiment charmé. Les enjeux politiques, ils sont crédibles, et ils sont sensés, et le roman, il évite pas les poncifs du genre, hein, parce que c'est un peu obligé, il évite pas non plus les boucliers narratifs, t'as des personnages, tu sais, qui vont aller jusqu'au bout, c'est pas grave, mais franchement, on oublie les légers défauts, parce que l'histoire, elle est prenante, vraiment prenante, et elle est dure, elle est forte, elle est belle, et le roman mériterait vraiment d'être plus connu, même s'il a eu les étoiles montantes de l'imaginaire. Voilà. Et donc, merci à tous pour votre écoute, c'était tout. J'ignore encore la pertinence des vidéos avec tant de retard. Le fait est que ma vidéo sur le mois d'octobre, sortie en janvier, n'a pas trop marché. J'ai vraiment accumulé beaucoup de retard. Mais bon, ce qui compte, comme j'ai dit le mois dernier, comme j'ai dit il y a 2 semaines, je sais pas quand est-ce que sera cette vidéo, ce qui compte c'est les livres en eux-mêmes, et que les mois c'est une manière pour moi de les catégoriser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et que vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, j'y poste à peu près toutes les semaines quand ça va. J'ai laissé mon Instagram un peu à l'abandon, peut-être que je reprendrai un jour, mais pas tout de suite. Hein. Le mois prochain, on va parler de Tom Hardy qui tient un bar. On va parler d'un adolescent relou qui se fait taper par son père. On va parler d'un Harry Potter ultra vénère. On va parler d'un gars qui maigrit sans s'arrêter. Et le 3e tome du Quatuor de Los Angeles. Salut!